Ce prédateur a semé la terreur dans toute la Californie pendant plusieurs années. Il s'est volatilisé. Pendant plus de 40 ans, les enquêteurs l'ont traqué sans relâche. Mais à l'époque, ils n'ont pas réussi à l'identifier. Je savais qu'il était en vie. Ça pouvait être votre voisin, un ami ou un membre de votre famille. On ne voulait rien lâcher tant que cet homme n'aurait pas été démasqué et jugé. This case is why we lock our doors at night. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. All right, good morning. We have several representatives from law enforcement agencies who are going to speak to you today. In June of 1976, a community was taken hostage. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. This subject has eluded investigators for over 40 years. The victims and families deserve justice. We believe he's alive, anywhere from 60 to 75 years old. The FBI is also offering a reward of up to $50,000. The answer's out there. We need a name. Dans les années 70, les gens se sentaient en sécurité à Sacramento. On avait l'impression de vivre dans une petite ville. Les habitants étaient chaleureux, les enfants jouaient dehors. La vie y était très agréable. I've been hitchhiking since junior high school. Last summer I even went coast to coast by hitching. C'était un endroit paisible, quasiment personne ne verrouillait sa porte le soir. En été, les journées pouvaient être très chaudes. Laisser les fenêtres ouvertes la nuit permettait de se rafraîchir. Quand je sortais au milieu des années 70, mes parents me disaient simplement de rentrer avant qu'il fasse nuit. C'est tout. Mais quand le violeur des quartiers Est a commencé à sévir, tout a changé. Ça s'est passé vers 6h30 du matin. J'ai entendu mon mari fermer la porte du garage en partant travailler. Notre fils de 3 ans est venu me rejoindre dans le lit. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des bruits de pas dans la maison. J'ai cru que c'était mon mari et j'ai crié « Qu'est-ce que tu as oublié ?» Puis j'ai vu que quelqu'un s'éclairait à la lampe de poche dans le couloir. Je me suis levée pour voir qui c'était et je me suis retrouvée face à un homme qui portait une cagoule. Il tenait un énorme couteau de boucher. J'ai pensé que c'était un cambrioleur, qu'il allait nous voler notre argent et partir. Il m'a dit « Si tu cries, je te plante. Ferme-la, ne dis rien. » Il m'a fait plusieurs entailles à la poitrine avec son couteau. C'était sa façon de me faire comprendre qu'il était sérieux. Il a sorti des lacets. Il nous a attachés, mon fils et moi, au niveau des mains et des pieds. On ne pouvait rien faire. On était tous les deux à sa merci. Il a commencé à déchirer des draps, très calmement. Je ne comprenais pas ce qu'il comptait faire. Est-ce qu'il voulait nous pendre? Il s'est servi de ces morceaux de tissu pour nous bander les yeux et nous bâillonner. Il a déplacé mon fils. Je ne sais pas s'il l'a simplement mis par terre ou s'il l'a emmené dans une autre pièce. Il s'est placé au bout du lit et il m'a détaché les chevilles. C'est là que j'ai compris ce qu'il allait faire. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'étais complètement paniquée. Je ne voyais rien, je ne pouvais pas crier. Pendant qu'il me violait, je ne pensais qu'à une chose, mon fils. J'avais peur pour lui. Est-ce qu'il l'avait tué?
J'étais tétanisée. Après, il m'a religoté les chevilles. Puis, il est parti à la cuisine. Je l'ai entendu remuer les casseroles et ouvrir le réfrigérateur. Il faisait des allers-retours entre la chambre et la cuisine et il m'a dit « Si tu bouges, je te tue ». Et là, j'ai senti que mon fils était à côté de moi. J'étais tellement soulagée. Au bout d'un moment, comme je n'entendais plus rien, je me suis dit qu'il était parti. J'ai réussi à retirer mon bâillon avec la langue et à enlever mon bandeau. J'ai vite dit à mon fils, « Il faut qu'on sorte d'ici ». Une fois dehors, on a appelé à l'aide. L'un de nos voisins nous a entendus et a prévenu la police de Sacramento. Le 6 octobre 1976, on m'a chargé d'une enquête sur une effraction et un viol. Richard Shelby était mon partenaire et on nous a confié cette affaire. Carol et moi, on s'est rendus sur place. Jane était assise dans le salon. Elle avait des lacets noués autour des poignets et je l'ai détachée. Tout avait été minutieusement planifié. Rien n'avait été laissé au hasard. L'agresseur savait à quelle heure le mari partirait au travail. Ce n'était pas un crime de type opportuniste. Richard Shelby a décidé d'étudier toutes les plaintes pour viol de l'année précédente. En parcourant les dossiers, il s'est vite rendu compte que tous ces crimes suivaient le même mode opératoire. Le lieutenant Shelby a dit, c'est le même homme qui a fait tout ça. On avait affaire à un violeur en série. Il y avait déjà eu plusieurs agressions étrangement similaires. Jen était la 5e victime. Il s'y prenait toujours de la même façon. La plupart du temps, il passait par une porte coulissante ou une fenêtre. Il réveillait la femme avec une lampe de poche ou lui braquait une arme sur le visage et il lui défendait de le regarder. Il avait toujours de quoi les ligoter. Il parlait entre ses dents. Si tu cries, je te tue. Obéis ou tu es morte. J'ai un pistolet et un couteau, je n'hésiterai pas à m'en servir. En 5 mois, il y a eu 8 agressions. C'est un journaliste du Sacramento Bee qui l'a appelé le violeur des quartiers Est. Et le surnom est resté. On voulait vraiment le coincer. Mais à l'époque, on ne savait pas que cette affaire prendrait une si grande ampleur et qu'il irait aussi loin. C'était vraiment un monstre, un détraqué. La première agression du violeur des quartiers Est a eu lieu en juin 1976. J'avais 12 ans. C'est assez difficile de décrire l'atmosphère de l'époque. Aujourd'hui, si je demandais à des gens qui habitaient à Sacramento dans les années 70 s'ils se souviennent de cette affaire, ils me répondraient tous oui. On espérait résoudre cette enquête rapidement et pouvoir dire à la population « on l'a mis hors d'état de nuire, vous pouvez dormir tranquille ». Mais les viols se sont multipliés. The attack took place about 10 p.m. The victim was in the home alone at the time watching television. He attacked her once in the home. There was a knife used and he was wearing a mask or hood of some sort. Quand les médias ont commencé à parler du violeur des quartiers Est, personne n'a paniqué, mais la police n'arrivait pas à l'identifier, et il a continué. Là, les gens ont pris peur. Chaque nouvel article sur l'affaire faisait le décompte des victimes. C'est sûrement pour ça que la population a décidé de réagir. I imagine a lot of women in the area are scared and are nervous. If they could just kind of get to know each other's habits, their neighbors' habits, and call in if they see or hear anything suspicious at all. We'll get a unit there right away. Des femmes ont pris des cours de self-défense. Les ventes de verrous et d'armes à feu ont explosé. I don't know, I have a gun, but I still don't feel safe being, at home alone. On avait tous très peur. On était persuadés qu'il reviendrait un jour ou l'autre. La question c'était, quelle maison allait-il choisir?
Est-ce que ce serait la mienne? Celle de ma voisine ou celle du bout de la rue? La terreur s'est emparée de Sacramento. Après le 15e viol, un journal a publié un article qui expliquait que le violeur ne passait pas à l'acte si le mari était présent. Et pour répondre à la presse, il a choisi une maison où c'était le cas. Vous pensez que je n'oserais pas le faire si un homme est là? Vous vous trompez. Il a demandé à la femme d'attacher son mari avant de la ligoter et il a vérifié que l'homme était bien immobilisé. Il a radicalement changé de comportement. Il ne s'attaquait plus aux mêmes cibles. Il s'introduisait dans des maisons même si un homme était là, ou dont les occupants étaient armés. Il prenait le contrôle de la situation en les attachant. Ensuite, il violait la femme alors que son mari était présent. L'atmosphère était tendue, on parlait de cette affaire tous les jours. Tout le monde avait peur d'être la prochaine victime. Les gens se barricadaient dans leurs chambres. Il ne ciblait pas un quartier en particulier ou une zone restreinte. Il s'est attaqué à Carmichael, Citrus Heights, Orangevale, Rancho Cordova. C'est un périmètre immense. C'était très étonnant. On n'avait aucun répit. Les viols s'enchaînaient les uns après les autres. Il a même agressé 2 femmes en une nuit. Mais personne n'avait vu son visage. Il portait toujours une cagoule. Il planifiait méticuleusement tous les détails de son crime jusqu'à sa fuite. Les enquêteurs ont vite compris qu'ils avaient affaire à un homme intelligent et habile. Concern over rape is mounting in this community. Many of the same women at this workshop will gather again next month for a sheriff's talk on safety in the neighborhood. Beaucoup de gens venaient à ces réunions. Tout le monde s'inquiétait et beaucoup avaient peur. I live alone and I would like to learn how to protect myself. Au cours d'un de ces rassemblements, un homme s'est levé et a pris à partie les autres maris. Pour lui, ils auraient dû empêcher leur femme de se faire agresser. Je ne le laisserai pas toucher la mienne. Et quelques jours plus tard, sa femme et lui ont été pris pour cible. Ça veut dire que le prédateur était présent dans la salle et qu'il a entendu ce qui a été dit. Il a décidé de s'en prendre à ce couple pour montrer au mari qu'il avait tort. En février 1978, Brian et Katie Maggiore ont sorti leur chien à 23 heures. Ils ont croisé un rôdeur dans le quartier. Brian faisait partie de la police militaire. Alors, quand l'individu s'est enfui, il n'a pas hésité à lui courir après à travers les jardins. À un moment, l'autre homme a compris qu'il n'arriverait pas à semer cet habitant qui le poursuivait. Ils se sont battus et il y a eu des coups de feu. Il a tué M. Maggiore. Puis, il a rattrapé sa femme pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de témoins. Quand j'ai appris que ma sœur Cathy et son mari avaient été tués, ça m'a anéanti. J'ai vécu un vrai cauchemar. Je les adorais. Ils me manquent encore aujourd'hui. Mon beau-frère était un homme très courageux. S'il était témoin d'une injustice ou d'un délit, il n'hésitait pas à réagir et à s'interposer. La police connaissait cette zone. Le violeur des quartiers Est y avait déjà agressé 5 femmes. Juste à côté du corps de Brian, on a retrouvé des lacets. Et on savait que le prédateur s'en servait pour attacher les mains et les pieds de ses victimes. S'il s'agissait bien de lui, je pense qu'il les a tués parce qu'ils l'avaient vu et qu'ils auraient pu l'identifier.
Regardez ce qui est arrivé à ce jeune couple, les Maggiore. L'heure à laquelle ils ont été tués, l'endroit où c'est arrivé, et les indices retrouvés sur la scène de crime. Avec tous ces éléments, j'étais convaincue que c'était le violeur des quartiers Est. Après la mort de ce couple, tout le monde était au courant de l'existence de ce prédateur. Il aurait fallu vivre dans une grotte sans télévision, radio ou journaux pour ne pas l'être. On était tous très stressés. On voulait absolument l'interpeller et résoudre toutes ces affaires. On n'avait que ça en tête. Once the rapist has made entry into the apartment or the house, her hands are tied behind her back. On redoutait que ça continue. Mais 2 mois après le meurtre des Maggiore, le violeur des quartiers Est a quitté notre juridiction. Comme s'il s'était volatilisé. Même si les habitants de Sacramento ne souhaitaient à personne de vivre ce qu'ils avaient subi, c'était un soulagement de le savoir ailleurs. En août 1978, le lieutenant Root et le sergent Bevins de la police de Sacramento sont venus à Contra Costa. Ils nous ont parlé du violeur des quartiers Est. Et ils nous ont expliqué qu'ils se dirigeaient vers notre comté. Nous, on n'était pas au courant des agressions qui avaient eu lieu là-bas. À l'époque, seuls les journaux locaux en parlaient. Comme on ne vivait pas là-bas, on ne pouvait pas le savoir. Et on a découvert que cet homme avait sévi à Sacramento, mais aussi à Stockton, Modesto et Davis. Ces villes sont sur la route de Contra Costa. À l'époque, les crimes de ce genre étaient très rares dans la région, et on ne pensait pas que ça nous arriverait un jour. Et quand il a fait sa première victime à Concord, en octobre, on a compris à quel point il était dangereux. Ça a été très dur. J'ai une arme. Si tu tentes quoi que ce soit, je vous tue, toi et tes gosses. Il intimidait systématiquement ses victimes. Quelques jours après avoir violé une femme, il lui a téléphoné et il l'a de nouveau menacée. Il l'a prévenu qu'il allait revenir pour la tuer. La police a décidé de mettre le téléphone des victimes sur écoute. Ça nous a permis d'entendre la voix du tueur. Il proférait ses menaces en chuchotant et en soufflant dans le combiné. C'était encore plus terrifiant pour elle. Les avoir violées ne lui suffisait pas. Il voulait qu'elle sache qu'il comptait les tuer. Très souvent, il s'introduisait dans la maison bien avant de passer à l'acte pour tout préparer. Il laissait des lacets à l'intérieur. Un jour, alors qu'elle était chez elle, une femme a soulevé un coussin du canapé et dessous, elle a découvert une corde. Quand elle l'a vu, elle a failli s'évanouir. C'était forcément lui. On a passé 3 nuits à monter la garde dans cette maison. On pensait qu'il reviendrait. Mais non. Pendant toute la période où il était à Contra Costa, je me réveillais souvent en pleine nuit, en me demandant quels détails j'avais pu manquer. Quand on est policier et qu'on enquête sur ce genre d'affaires, ça finit par vous hanter. On y pense toute la journée, impossible de s'en défaire.
La dernière agression qui a eu lieu dans le nord de la Californie s'est passée à Danville en juillet 79. Comme tous les soirs, un couple est allé se coucher. Le mari avait le sommeil extrêmement léger. Pendant qu'il dormait, il a senti une présence dans la chambre. Il a ouvert les yeux et a vu un inconnu debout à l'autre bout du lit en train d'enfiler une cagoule. Il s'est levé immédiatement pour lui faire face et il a hurlé « Qu'est-ce que vous faites là? Sortez d'ici, tout de suite !» Et pendant que son mari criait, la femme est partie en courant et a quitté l'appartement. L'agresseur masqué, lui, est resté là, sans bouger. Il a été totalement pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme se réveille. Il était complètement dépassé. Il ne savait pas quoi faire. Le mari a profité de la confusion pour s'enfuir et sortir du bâtiment. Comme il avait perdu le contrôle de la situation, le violeur est parti. La brigade cynophile l'a poursuivi, mais a été bloqué par une haie. Il avait réussi à se faufiler à travers comme un insecte. Le temps de rappeler les chiens et d'y retourner, il s'était enfui. Après ça, il s'est volatilisé. Il n'y a plus eu d'affaires similaires. J'avais le sentiment d'avoir échoué parce que je ne l'avais pas appréhendé. Mon lieutenant m'a dit qu'il n'était plus dans la région et qu'il fallait avancer. Mais je ne pouvais pas. Le 1er octobre 79, vers 2 heures du matin, un homme et une femme de 33 ans étaient en train de dormir dans leur lit, dans le comté de Santa Barbara. Ils ont été réveillés par un intrus qui les a éblouis avec une lampe de poche et qui leur a dit qu'il voulait de l'argent. Il a menacé de les poignarder s'ils bougeaient. Il avait apporté des cordes ou des ficelles. Il a demandé à la femme de ligoter son mari, puis il lui a attaché les mains derrière le dos. Il l'a emmené dans le salon, près de la cuisine, et il l'a laissé par terre. Il a éclairé son corps de haut en bas avec sa lampe et s'est dirigé vers le réfrigérateur. C'est là qu'elle l'a entendu répéter « Je dois les tuer, je dois les tuer ». La femme a indiqué qu'il l'avait dit au moins une dizaine de fois. « Je vais les tuer, je vais les tuer ». Il se parlait à lui-même, il murmurait, mais elle arrivait à entendre ce qu'il disait. Elle a réussi à détacher ses chevilles et elle s'est enfuie par la porte d'entrée. Le suspect l'a poursuivi et rattrapé. Il lui a dit « Je t'avais prévenu, ne crie pas, ne fais pas de bruit ». Il l'a traînée à l'intérieur, l'a ligotée et l'a laissée par terre. Pendant ce temps-là, le mari a aussi réussi à se détacher et à sortir par la porte de derrière. Une fois dans le jardin, il a appelé à l'aide. Devant son incapacité à contrôler la situation, le suspect n'a pas eu le choix. Il a préféré s'enfuir. Il a volé un vélo à 10 vitesses qu'il a abandonné près de la rivière San José. Il s'est aussi débarrassé d'un couteau de cuisine dentelé et il a disparu. Évidemment, on n'était sûr de rien. Mais on ne pensait pas qu'il reviendrait. All right, let me let you talk to somebody from our homicide detail on that. All right? Les docteurs Bob Offerman et Alexandria Manning ont été tués le 30 décembre 1979, 2 jours avant le Nouvel An.
Les voisins ont entendu des coups de feu à 3 heures du matin. Ils avaient été ligotés. On est presque certain que le suspect voulait violer la femme, mais que son mari a réussi à se libérer et s'est interposé. L'agresseur l'a tuée avant d'abattre Alexandria Manning d'une balle dans la tête. À Contra Costa, on a appris que 2 mois plus tard qu'il y avait eu un double meurtre à Goleta. À cette époque, je suis allé assister à une conférence à Santa Barbara. Là-bas, j'ai rencontré l'assistant du shérif et on a discuté ensemble. On a parlé de ce double homicide et il m'a appris qu'il y avait aussi eu une tentative de viol, mais que les victimes s'en étaient tirées. Et là, j'ai fait le lien. J'ai récupéré les rapports d'enquête et je les ai étudiés avec le sergent Bevins. Pour nous, ça ne faisait aucun doute, c'était le violeur des quartiers Est. Mais on ne pouvait pas le prouver. Personne ne nous aurait cru, pas même notre hiérarchie. C'était très frustrant. À Goleta, dans le comté de Santa Barbara, le meurtre des docteurs Manning et Offerman a horrifié tout le monde. Mais le tueur n'avait pas encore montré toute l'étendue de sa cruauté. Le premier Night Stalker a tué des femmes et des couples dans tout le sud de la Californie. Ces meurtres sont les plus horribles sur lesquels j'ai travaillé. Ce n'étaient pas des crimes passionnels comme beaucoup d'autres. Ils étaient très violents et commis de sang-froid. Charlene et Lyman Smith ont été tués le 13 mars 1980. Ils ont été massacrés avec une bûche. Patrice et Keith Harrington sont morts le 19 août 80. Elle a été rouée de coups, puis violée. Il a continué de la frapper après l'avoir tuée. Manuela Whitton, le 5 février 81. On l'a retrouvée ligotée. Elle avait été violée et battue à mort. Cherry Domingo et Gregory Sanchez, 27 juillet 81. Il a tiré sur Gregory pour le neutraliser et l'a achevé en le frappant. Cherry a ensuite subi le même sort. Une fois qu'il l'a tué, il s'est masturbé sur son cadavre. Après, il a continué à sévir, avec le même mode opératoire. Puis il a disparu. Après le double meurtre à Goleta en juillet 81, le meurtrier s'est arrêté jusqu'en mai 86 à Irvine. Je faisais mes débuts comme enquêteur dans la police d'Irvine et on nous a signalé un homicide dans la partie nord de la ville. On s'est rendu sur place et on a découvert le corps de Janelle Cruz dans sa chambre. Elle avait été frappée à la tête et au visage à plusieurs reprises avec un objet contondant. On n'a pas retrouvé l'arme du crime sur place. Sa famille nous a expliqué qu'il y avait une clé serre-tube qui traînait habituellement près de la porte de derrière. On ne l'a jamais retrouvée. Elle avait aussi des morceaux de tissu un peu partout sur le corps. Ça pouvait vouloir dire que le tueur avait déchiré des draps au-dessus d'elle ou qu'il s'en était servi pour lui attacher les mains. Puis qu'il avait tout emporté pour ne laisser aucun indice sur la scène de crime. C'était clairement un individu qui aimait faire du mal aux gens, les tuer de ses propres mains et d'une façon très violente. C'était d'une brutalité extrême. On a retrouvé une très grande quantité de sperme sur la scène de crime. Les atrocités qu'il a fait subir à cette femme lui procuraient un plaisir sexuel intense. Il assouvissait une pulsion, tuer. Pendant des années, on nous a signalé plusieurs homicides dans le sud de la Californie. On était convaincus que c'était le violeur des quartiers Est.
Mais on n'avait jamais retrouvé d'empreinte. C'était uniquement son mode opératoire qui prouvait que c'était le même homme. À l'époque, on ne connaissait pas l'ADN. DNA testing has been seen as a scientific breakthrough in identifying criminal suspects ever since it was introduced in court in the late 1980s. By matching the DNA patterns in blood, skin, or other tissues, scientists can single out one person among billions. L'utilisation des analyses ADN dans les enquêtes criminelles était récente. J'ai donc décidé de voir si ça pouvait nous être utile dans cette affaire. Mais les crimes du violeur des quartiers Est remontaient à une vingtaine d'années et étaient prescrits. Même si on arrivait à l'identifier, on ne pourrait pas le poursuivre. J'ai quand même voulu tenter le coup pour voir ce que ça donnerait. Et dans les archives des 3 affaires de viol, j'ai découvert des indices biologiques. Ça a été une avancée majeure pour l'enquête, parce qu'on avait enfin des éléments à exploiter. Et à partir des échantillons, le laboratoire a pu établir l'empreinte génétique du prédateur. Les analyses ont montré que le même profil génétique apparaissait dans ces 3 dossiers. Les premiers enquêteurs avaient relié ces crimes en se basant sur le mode opératoire de leur auteur. Maintenant, les preuves scientifiques prouvaient qu'ils avaient raison. J'ai contacté la police du comté d'Orange pour savoir si l'ADN du violeur des quartiers Est correspondait à celui du premier Night Stalker. Mais ça a pris plusieurs années avant qu'on obtienne des résultats. Et enfin, le 6 mars 2001, on a pu confirmer que le violeur des quartiers Est et le premier Night Stalker étaient bien une seule et même personne. J'en revenais pas. Vraiment. Ça a confirmé nos soupçons. Notre hypothèse était maintenant une certitude. Ce criminel avait continué de sévir. Heureusement que depuis plus de 20 ans, la police du comté de Contra Costa avait gardé ses preuves. Sinon, on n'aurait peut-être jamais su que ces 2 prédateurs ne faisaient qu'un. C'est le tueur en série le plus prolifique de Californie. Le Night Stalker et le tueur du Zodiac, ce n'est rien à côté. Il a fait bien plus de victimes que tous les autres. Il a commis un grand nombre de crimes graves, comme des agressions sexuelles, des viols et des meurtres. Pourquoi le public n'était pas au courant? Le violeur des quartiers Est était surnommé EAR pour East Area Rapist. Dans le sud de la Californie, c'était le Night Stalker. Mais les gens le confondaient avec Richard Ramirez, donc on l'a surnommé Hans, Original Night Stalker. Et quand on a découvert qu'il s'agissait du même homme, on a combiné les deux, EAR Hans. Mais ce n'est pas très accrocheur. Michelle McNamara était une romancière de true crime. Elle a participé à l'enquête sur cette affaire avec moi. Le Los Angeles Magazine l'avait approché pour lui demander d'écrire un article dessus. C'est comme ça qu'elle l'a renommé le Golden State Killer. Ce surnom convient parfaitement au dossier. Ça montre bien l'ampleur de cette affaire. Le Golden State, c'est le surnom de la Californie, et il a tué des gens et violé des femmes à travers tout l'État. On ne reverra sûrement jamais une autre affaire non résolue de viol et de meurtre d'une telle ampleur. Des crimes répartis dans une zone aussi vaste et s'étalant sur autant d'années. Ça ne pourrait pas se reproduire. On avait son ADN. Si on trouvait le bon suspect, on pourrait confirmer que c'est bien le Golden State Killer. L'affaire pouvait être résolue. En Californie, le fichier ADN contient plus de 2 millions d'empreintes génétiques. Il s'agit de celles de personnes ayant été emprisonnées ou simplement arrêtées. La police avait le profil génétique du Golden State Killer. Chaque semaine, elle lançait une recherche pour trouver une correspondance. Ce prédateur était un véritable caméléon. Il avait commis des actes ignobles, mais il avait tout fait pour ne pas pouvoir être identifié. Son ADN n'était même pas répertorié dans notre base de données. Comment était-ce possible?
On s'est demandé s'il avait été arrêté. Est-ce qu'il a continué de tuer après 86? Je ne sais pas. Il a peut-être commis d'autres crimes, sans qu'on le sache. Le Golden State Killer était vraiment un mystère. Ça pouvait être votre voisin, un ami ou un membre de votre famille, n'importe quelle personne croisée dans la rue. Ce qui rendait cette affaire aussi terrifiante, c'était ça. Personne ne savait qui c'était. Parfois, on avait l'impression d'être à la poursuite d'un fantôme. La 14e victime vivait à Sacramento. Elle avait été violée en 1977. Son agresseur l'a appelée en 2001. 24 ans plus tard, il avait réussi à la retrouver. Il lui a téléphoné et il a dit « Tu te rappelles quand on jouait ?» Et il a raccroché. C'est ce qui nous a permis de savoir qu'il était toujours en vie. Today we're going to launch a national campaign. The FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the identification, arrest, and conviction of the Golden State Killer. Whether you thought you knew a name, you heard something, help us end that journey for justice. On a discuté avec plusieurs victimes. Et on entendait la peur dans leur voix. On sentait qu'elles restaient toujours sur leur garde. Ça m'a beaucoup affecté de voir que ces femmes vivaient toujours dans la terreur, après autant d'années. C'est pour ça que je voulais plus que tout pouvoir leur annoncer un jour qu'on l'avait arrêté. C'était mon vœu le plus cher. J'étais tout le temps en train de m'imaginer le moment où je pourrais appeler ces personnes pour leur dire qu'elles n'avaient plus rien à craindre désormais. C'était le plus important pour moi. Il fallait l'arrêter pour les victimes et pour leurs familles. Certains tueurs sont suffisamment pervers et intelligents pour échapper longtemps à la justice. Parfois, les méchants gagnent. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. On savait qu'on résoudrait cette affaire. Il avait laissé plein d'indices derrière lui. Certains finiraient forcément par le trahir. Il avait un mode opératoire très précis. Ce n'était pas un cambrioleur ordinaire. Il volait des photos dans les albums et les gardait comme trophées. Mais il a commis des erreurs. Il voulait jouer au chat et à la souris avec la police. C'était comme s'il nous narguait. C'est notre meilleur portrait robot. C'est important de comprendre comment il est devenu un monstre. Un criminel comme lui pense que ses victimes lui appartiennent. Il les voit comme des objets. Il y a eu beaucoup de théories sur son identité. Est-ce qu'il était dans l'armée, dans la police? Il fallait relier les indices entre eux. C'est en les étudiant dans leur globalité qu'on pourrait l'identifier, comprendre comment et pourquoi il avait fait ça, et prédire le moment où il frapperait de nouveau. Pendant plus de 40 ans, les enquêteurs de Californie l'ont traqué sans relâche, mais ils n'ont pas réussi à l'identifier. Il a commis plus de 45 viols et 12 meurtres. On ne verra sûrement jamais une autre affaire non résolue de viol et de meurtre d'une telle ampleur. Son mode opératoire était très efficace. Il faisait tout pour se protéger. Il ciblait des couples de la classe moyenne chez eux et il ne se faisait jamais prendre. La population était terrorisée. Je l'ai supplié, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je l'ai imploré. Je voulais vivre. This case is why we lock our doors at night.
attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. Le Golden State Killer était un cambrioleur, un violeur et un tueur en série. Il a terrorisé la Californie de 1976 à 1986. C'est le tueur en série le plus prolifique de Californie. 50 viols sans se faire prendre et une dizaine d'homicides. Il était très difficile de l'arrêter parce qu'il avait un mode opératoire d'une efficacité redoutable. Le Golden State Killer avait un MO vraiment particulier. Ça signifie modus operandi ou mode opératoire. C'est l'ensemble des connaissances et des techniques qu'un individu utilise pour commettre ses crimes. La façon dont il s'y prend évolue souvent à mesure qu'il découvre ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Le violeur des quartiers Est a commencé à frapper en juin 1976. Quand on enquête, on recherche des points communs entre les victimes. Au début, il s'attaquait à des femmes célibataires. Et il suivait une logique. Il s'intéressait toujours au même type de cible. Toutes ces agressions étaient minutieusement préparées. Il faisait tout pour ne pas pouvoir être identifié. Les viols étaient tellement nombreux qu'on se demandait si d'autres hommes ne l'imitaient pas. Et en arrivant sur une scène de crime, les agents reconnaissaient immédiatement le mode opératoire de ce prédateur. Cet homme s'intéressait d'abord à la géographie des lieux. Il commençait par repérer un quartier avant de chercher une proie. Il avait 2 critères. La victime devait d'abord lui plaire. Ensuite, il fallait qu'il soit sûr à 100% de pouvoir entrer et repartir en toute sécurité. On savait qu'il se déplaçait beaucoup. On avait aussi compris que le suspect faisait des repérages. Les endroits dans lesquels ces crimes ont eu lieu étaient des quartiers huppés ou de la classe moyenne. Il avait une préférence pour les maisons qui n'avaient pas d'étage. C'est important parce que les fenêtres d'une maison de plain pied sont au rez-de-chaussée. Il suffit de regarder à travers pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Il espionnait généralement ces femmes pendant des jours, voire des semaines. On sait que le violeur des quartiers Est était aussi un cambrioleur. Il arrivait à entrer même quand les portes étaient verrouillées. Forcer des portes coulissantes, des serrures ou encore des fenêtres était un jeu d'enfant pour lui. Il entrait par effraction, sans se faire repérer. Parfois, les victimes entendaient un bruit, elles pensaient que c'était un chat, un autre animal ou le vent. Mais ce n'était jamais rien de tout ça. Malheureusement, c'était l'agresseur qui venait de pénétrer chez elle. Quand il était entré et qu'il se retrouvait devant la victime à moitié endormie, il commençait par l'éblouir avec une lampe de poche. On était en pleine nuit et ses yeux s'étaient adaptés à l'obscurité. Et même en ayant pris cette précaution, il portait une cagoule. En plus d'utiliser une lampe de poche et de porter un masque, il avait des couteaux, des pics à glace et même une arme à feu. Il disait à la femme de ne pas le regarder, sinon il la tuerait. Il répétait toujours la même chose. « Je te tue si tu bouges, je te tue si tu cries. » Pendant les agressions, c'était comme un disque rayé. Il parlait entre ses dents, il murmurait. Parfois, il avait l'air énervé, mais pas toujours. On voit qu'il essayait de se protéger. « Je ne te tuerai pas si tu obéis. Il n'y a que l'argent qui m'intéresse. » Ça revenait systématiquement. C'était un moyen de prendre le contrôle de la situation sans qu'elle résiste. Sur chaque scène de crime que j'ai vue ou dont j'ai entendu parler, il y avait toujours un élément qui revenait.
Il attachait les mains de ses victimes avec des lacets. Soit il les prenait sur place, soit il en avait apporté. D'après les descriptions, c'était un homme athlétique et vigoureux. Il vérifiait toujours que la femme était parfaitement ligotée. Ces lacets étaient si serrés que leurs mains noircissaient. Parfois, il leur fallait plusieurs jours pour retrouver le sens du toucher. Toutes les victimes étaient bâillonnées. Elles avaient les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Il fouillait à chaque fois leur sac à main pour prendre de l'argent liquide. Il recherchait aussi leurs papiers d'identité. Ensuite, il commençait à appeler la femme par son prénom. Les victimes étaient complètement terrorisées. Elles imaginaient que leur agresseur les connaissait ou qu'il les avait déjà vues. Le violeur des quartiers Est emportait des souvenirs. Ça pouvait être un permis de conduire, des photos, des bijoux ou n'importe quel autre objet qui pourrait lui rappeler son crime. Après le viol, en général, il faisait toujours la même chose. Il allait chercher de la nourriture dans la cuisine et il mangeait sur place. Et s'il trouvait de la bière dans le réfrigérateur, vous pouvez être sûr qu'il en buvait. C'était un amateur de bière. Très souvent, il sortait sur le patio à l'arrière de la maison pour se détendre un peu, pendant que la femme à l'intérieur tremblait de peur. Les victimes restaient là sans bouger pendant 20 ou 30 minutes. Quand elles pensaient qu'il était parti, il était encore là. Et il leur disait « Ne bouge pas, je suis là, je vais te tuer, je vais te tuer ». Il cherchait encore à les terroriser. Il voulait leur faire croire qu'elles vivaient la toute dernière nuit de leur existence et qu'elles allaient bientôt mourir. Cet homme pouvait passer entre 1 heure et 3 heures sur place. He left at an undetermined time, which is common. The victims are never sure when he leaves. Il partait sans faire de bruit, et quand la police arrivait, il était déjà parti depuis 1 heure. Il avait retrouvé son lit. On savait qu'il pouvait enjamber ou sauter au-dessus d'un mur, ça ne lui posait aucun problème. C'était un homme vif et agile, un vrai athlète. Le violeur des quartiers Est prévoyait à l'avance comment il allait quitter les lieux. Il sévissait certainement dans un secteur qui lui était familier. Il devait sûrement connaître les rues du quartier. Il connaissait aussi tous les passages et toutes les ruelles. Quasiment toutes les scènes de crime se trouvaient à proximité d'un parc, de la passerelle d'un canal ou d'une bretelle d'autoroute. Il planifiait tout. Un criminel comme lui sait qu'il n'a rien à craindre de la victime, mais il est conscient que le temps joue contre lui. S'il n'est pas sûr de pouvoir s'enfuir, il préférera s'abstenir de frapper à cet endroit ou à ce moment-là. Sa technique était tellement efficace qu'il n'avait jamais été arrêté. Sa propre sécurité, c'était ce qui comptait le plus pour lui. En étudiant les précautions que ce violeur prenait, que ce soit le repérage du quartier, l'entrée par effraction, l'interaction avec les victimes ou sa technique pour quitter les lieux, on obtient son mode opératoire. À mesure qu'un homme commet des crimes, il acquiert davantage d'expérience. Il a été confronté à des obstacles imprévus qu'il a dû surmonter. Le plus terrifiant, c'est que son mode opératoire évoluait en permanence. Les journaux de Sacramento passaient leur temps à publier des articles sur ce violeur. Et c'était pareil à la télévision. Sa façon d'agir se démarquait totalement des autres criminels dans son genre. I imagine a lot of women in the area are scared and are nervous. If they could just kind of get to know each other's habits, their neighbors' habits, and call in if they see or hear anything suspicious at all. À ce stade, la population était informée des agissements de ce prédateur. Les journalistes expliquaient qu'il avait l'habitude de bâillonner ses victimes
que l'homme entrait par une porte ou une fenêtre qui n'avait pas été verrouillée ou fermée. Le Sacramento Bee a publié un article après la 15e agression. Il précisait que cet individu faisait toujours irruption quand une femme était seule. Et la fois d'après, quelques semaines plus tard, il s'en est pris à un couple, une femme et un homme. À partir de là, il a pris l'habitude de frapper systématiquement en présence d'un petit ami ou d'un mari. En agressant 2 personnes à la fois, un couple, il prenait davantage de risques. Il fallait qu'il modifie son mode opératoire. La plupart des changements devaient lui permettre de continuer à contrôler la situation pour ne pas être identifié. J'ai grandi à Toledo, dans l'Ohio, dans une famille catholique très nombreuse. Et je suis arrivée en Californie à l'âge de 21 ans, en 1976. Je n'avais jamais entendu parler du violeur des quartiers Est avant de m'installer ici. Je venais de me marier et je me disais que j'avais de la chance d'avoir un mari à mes côtés. Je n'étais pas vraiment inquiète. Je pensais que je ne craignais rien. On venait d'emménager dans cette maison. Elle était de plein-pied. On avait fait la connaissance de nos voisins et il y avait des enfants entre 8 et 10 dans cette petite impasse. Ce soir-là, mon mari et moi étions sortis dîner. C'était au printemps. Quand on est rentré, les enfants sont venus vers la voiture et nous ont dit qu'un homme s'était enfui de notre jardin en courant. Un homme dans notre jardin ? On a fait le tour de la maison, on a regardé si quelque chose avait été déplacé et apparemment, rien n'avait bougé depuis notre départ. Avec le recul, je sais qu'il nous épiait. On est allé se coucher. Je me souviens parfaitement de cette lumière très vive dans ma chambre, braquée dans ma direction. Je me suis dit que je devais rêver, que ce n'était pas la réalité. J'entendais une personne qui parlait, mais ce n'était pas très clair. Et j'ai paniqué tout de suite, j'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est un cambriolage. Je me rappelle avoir pris ma bague de fiançailles et l'avoir fait tourner pour essayer de l'enlever. Il a jeté un morceau de corde sur le lit en disant à mon mari de mettre les mains dans le dos. Il m'a ensuite ordonné de lui attacher les 2 poignets. J'ai fait en sorte de ne pas trop serrer les liens, mais lui, il les a resserrés encore plus fort. Il entrait par effraction dans des maisons où il y avait des hommes et des armes. Mais son mode opératoire était tellement au point qu'il réussissait facilement à neutraliser l'homme, c'est-à-dire la menace, avant de commencer à agresser la femme. Il m'a attaché les mains dans le dos en serrant très fort et il est sorti de la chambre. Il est allé chercher des assiettes dans la cuisine. Quand il est revenu, il les a posées sur le dos de mon mari. Je crois qu'une de ses principales caractéristiques, c'est l'utilisation d'assiettes comme système d'alarme. Il disait à l'homme, « Si je les entends tomber, elle est morte. » Ou encore, « Je tuerai tout le monde dans cette maison ou je viendrai te tuer. » Cette méthode lui permettait de savoir si l'homme essayait de se lever. Une profileuse du FBI a déclaré qu'elle n'avait jamais vu un criminel faire une chose pareille. Il m'a dit de me lever. Ensuite, il m'a demandé de traverser le couloir jusqu'à la salle de séjour. C'est ce que j'ai fait. Une fois qu'il les avait attachés, il emmenait généralement la femme dans une autre pièce. Ce criminel sépare la femme de l'homme quand il a l'intention d'abuser d'elle. En marchant dans le couloir, je me disais, je ne veux pas qu'il me regarde, parce que je portais juste une nuisette. Il est entré dans la salle de séjour et m'a dit de m'allonger par terre. Ensuite, il m'a ligoté. Il m'a attaché les 2 chevilles ensemble. Il est parti dans la salle de bain et là, il a découpé une serviette en 2.
Il a allumé la télévision et l'a recouverte pour qu'il n'y ait pas trop de clarté dans la pièce. C'étaient les anciens postes de télévision et il recherchait un canal avec une image brouillée. Il n'y avait pas de signal audio, pas de son. Ensuite, il les recouvrait avec une couverture ou une serviette pour obtenir une lueur faible. Il voulait pouvoir distinguer son corps. Il voulait sûrement voir l'expression de terreur sur le visage de la femme pendant qu'il la violait. J'étais très calme. Il écoutait attentivement s'il y avait du bruit dans la chambre. À ce moment-là, il m'a détaché les chevilles et j'ai compris qu'il allait me violer. Je l'ai supplié, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je l'ai imploré, parce que je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre. Il prenait nettement plus de risques. Mais on a constaté qu'il avait changé de mode opératoire pour parvenir à ses fins. Il n'était pas vraiment gros. Il devait peser autour des 80 kilos. Il était un peu plus grand que moi, peut-être 1,79 m. Je n'ai jamais vu son corps ou son visage, même quand il m'a retourné sur le dos. Pendant tout le temps que ça a duré, j'avais les yeux bandés. Pendant qu'il me violait, il appuyait la lame d'un couteau contre ma gorge. Il me disait « Si tu fais du bruit, je te poignarde ». Et il a aussi dit qu'il pourrait me couper les mamelons. Je n'ai pas pleuré ou quoi que ce soit d'autre. Je dirais plutôt que j'étais comme tétanisée. Après le viol, il m'a demandé mes bagues. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas les enlever. « Si tu ne les enlèves pas, je te coupe le doigt. » Alors je lui ai demandé de m'apporter du savon. Il est allé chercher du savon dans la salle de bain et je lui ai donné mon alliance et ma bague de fiançailles. J'ai été surprise de voir qu'il restait aussi longtemps dans la maison. Je sais qu'il a fouillé dans la commode. Je l'ai entendu. Il a fouillé dans les tiroirs de la cuisine. Ensuite, il a commencé à boire de la bière. Je savais qu'il faisait le tour de la maison. J'étais terrorisée. Je me demandais s'il allait nous tuer, mon mari et moi, ou alors juste l'un de nous deux. Je ne savais pas. Je restais là, sans bouger. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien entendu. Je ne sais pas quand il est parti et de quelle façon. Il n'y avait plus aucun bruit. J'avais l'impression qu'il s'était écoulé un bon moment et je me suis dit qu'il fallait que j'aille retrouver mon mari. Il ne m'avait pas rattaché les chevilles, alors je pouvais marcher. J'ai couru jusqu'à la chambre et mon mari m'a dit « Va chercher de l'aide ». Mon sang ne circule plus, je ne sens plus mes mains. J'ai couru chez les voisins, j'ai sonné à leur porte et la police est arrivée peu de temps après. Mon mari a dû me donner un sédatif cette nuit-là parce que je n'arrivais pas à m'endormir. Il ne tenait pas vraiment à en parler, il ne voulait pas évoquer le sujet. Il m'a simplement dit qu'il avait jeté mes chemises de nuit et la nuisette que je portais. C'était comme si rien ne s'était passé. Je pense qu'il a cru que c'était mieux pour moi de faire comme si rien ne s'était passé. Mais ce n'était pas le cas. Je n'étais plus en sécurité chez moi, j'aurais voulu être n'importe où ailleurs. À ce moment-là, j'ai compris que je ne serais plus jamais la même. Je ne me sentirais plus jamais en sécurité. Dans ce genre d'affaires, le criminel perfectionne son mode opératoire en apprenant de ses erreurs. Et il continue de le suivre jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Dans ce cas précis, l'agresseur s'est retrouvé confronté à des hommes. Et ça ne se passait pas forcément comme il l'avait prévu. Alors il s'est mis à tuer ses deux victimes. C'est à partir de là qu'il est devenu le premier Night Stalker.
Quand on lit les rapports des enquêtes menées sur les homicides dans le sud de la Californie, on voit que les premiers enquêteurs avaient repéré des éléments récurrents dans certaines affaires. On a commencé à entendre parler de ce premier Night Stalker juste après les meurtres des docteurs Manning et Offerman. J'ai dressé une liste des similitudes et des différences. Il y avait 14 points communs, comme l'entrée par effraction et la manière dont ils avaient été bâillonnés. Ça m'a fait penser aux violeurs des quartiers Est. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, ni cheveux, ni fibres. Le seul lien était le mode opératoire, rien d'autre. Ce prédateur avait changé. On me l'a décrit comme un sadique sexuel qui avait sévi à Sacramento. À Goleta, il a commencé à tuer ses victimes. Ensuite, il a fait la même chose à Ventura. Après, il a frappé dans le comté d'Orange et il a encore changé. Il ne se contentait plus de violer les femmes et de tuer les couples. Il emportait aussi l'arme et les liens qui avaient servi à les attacher. Il se débarrassait du maximum d'indices. Il recouvrait aussi les victimes pour ne pas être aspergé de sang. Ce criminel a évolué au fil du temps. Il modifiait la façon dont il s'y prenait quand il voyait que certaines choses ne fonctionnaient plus. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il ciblait des couples de la classe moyenne, chez eux, et il ne se faisait jamais prendre. C'était terrible. La population était terrorisée. Quelqu'un venait dans leur quartier pour commettre des actes atroces. Il fallait s'enfermer à double tour. Dans le nord de la Californie, les enquêteurs avaient la possibilité d'interroger les victimes. Ça leur permettait d'en savoir plus sur le mode opératoire et la personnalité de l'agresseur. Mais quand il s'est mis à sévir dans le sud de la Californie, il n'y avait plus personne pour raconter ce qu'il avait fait et comment il s'était comporté, parce qu'il tuait ses victimes. Quand j'avais 10 ans, mes parents se sont séparés et ils ont fini par divorcer. Peu de temps après, ma mère a rencontré Greg Sanchez. J'étais adolescente, alors je ne m'intéressais pas à la vie sentimentale de ma mère. Mais Greg faisait quasiment partie de la famille. C'était un jeune couple qui n'était pas marié. Ils se trouvaient chez eux. Apparemment, un individu a pénétré chez eux par une fenêtre située derrière la maison. Il a ouvert la porte de la salle de bain menant à l'intérieur. Après être entré, l'agresseur s'est retrouvé face au couple qui était en train de dormir. Tout était sans dessus-dessous au pied du lit de la victime. On en a conclu que Sanchez et le suspect s'étaient battus. À mon avis, il s'est immédiatement rué sur lui. Il avait encore les mains libres. C'est sans doute parce que Greg avait entendu parler de ce qui s'était passé à Goleta. Monsieur Sanchez a reçu une balle dans le visage. Greg a reçu une balle dans la joue, mais ça ne l'a pas tué. Il était seulement blessé. L'intrus a concentré son attention sur la femme, mais Sanchez s'est relevé et ils se sont à nouveau battus. Ils se sont retrouvés dans la penderie et là, le compagnon a été frappé à la tête avec un objet. L'examen du médecin légiste a révélé que le décès était dû à plusieurs traumatismes contondants sur le crâne. Mademoiselle Domingo a aussi été battue à mort. Le 27 juillet était un lundi. Quand on est arrivé, il y avait des voitures de police partout dans le quartier et des rubans jaunes tout autour de la maison. Ça paraissait irréel. Ils se sont approchés et ils m'ont dit qu'il y avait 2 corps dans la maison. Ils pensaient que l'un d'eux était celui de ma mère. L'idée que quelqu'un se soit introduit chez nous pour tuer intentionnellement ma mère et Greg, ça me paraissait inconcevable. Ça n'avait aucun sens.
J'ai voulu entrer. Je voulais voir ma chambre. Je voulais retrouver mon chat. Je me rappelle qu'un des policiers m'a interdit d'entrer dans la maison. J'ai répondu, « Vous ne comprenez pas, j'habite ici. » Il a rétorqué, « C'est vous qui ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas entrer. » Tout avait été retourné à l'intérieur et il ne voulait pas que je voie ça. Les coups les avaient rendus méconnaissables. Jusqu'à ce jour, j'avais mené une vie insouciante. Quand j'y repense, je n'avais que 15 ans. J'adorais ma mère et en même temps, je la détestais. On m'a d'abord annoncé qu'elle était décédée, puis qu'elle avait eu une mort violente. À ce moment-là, j'étais complètement perdue. J'étais incapable de comprendre et de réaliser ce qui se passait. Je pense que Greg s'est rué sur lui et ça lui a fait peur. Il a compris qu'il ne pouvait plus maîtriser 2 personnes en même temps. On n'a plus entendu parler de lui pendant 5 ans. Puis il a agressé une femme seule dans le comté d'Orange, la dernière, en 86. Tous les enquêteurs des années 70 à aujourd'hui connaissaient son mode opératoire. Personne ne doutait que toutes ces affaires étaient le fait d'un seul et même individu. Mais on ne savait pas à quoi il ressemblait. Vu le nombre d'agressions, au moins 75 victimes adultes ont eu affaire à lui. Mais le plus étonnant, c'est qu'aucune d'elles n'a jamais pu voir son visage. Son mode opératoire était très efficace. Il voulait avant tout se protéger. Il était toujours bien préparé. Il ne voulait pas qu'on puisse le reconnaître. Le suspect portait toujours un masque et il éblouissait ses victimes avec une lampe de poche avant de leur bander les yeux. Elles ne pouvaient voir que le sol sous leur bandeau, et c'était à peu près tout. On savait seulement que c'était un jeune blanc mesurant entre 1m78 et 1m80. Une femme d'1m83 a déclaré qu'il était plus petit qu'elle. Elle le voyait sous son bandeau. Alors on savait qu'il mesurait moins d'1m83. Sa pointure, c'était du 42. Il avait une corpulence moyenne et il devait peser 80 kilos. Il était bien bâti et athlétique. D'après un témoignage, il devait faire du sport. Certaines victimes pensaient avoir vu ses cheveux. Certaines ont dit qu'il était blond et d'autres châtains. La couleur des yeux variait. Parfois, il avait les yeux clairs, d'autres ont vu des yeux marrons. Il y a eu toutes les couleurs. Mais on ne savait pas du tout à quoi il ressemblait. Pendant la dernière agression dans le nord de la Californie, un homme a eu l'occasion de voir le visage du violeur des quartiers Est. C'était dans cet immeuble. L'homme s'est réveillé et il a aperçu le criminel. Il était au pied de son lit et il enfilait une cagoule. Alors il s'est levé et il a avancé vers lui. Il lui a crié de s'en aller. Pendant ce temps-là, la femme en a profité pour s'enfuir de l'appartement en courant. Et son compagnon a fait pareil. Le violeur des quartiers Est a dû renoncer à ses plans. Il a fui vers une zone boisée. C'est là que les chiens ont remonté sa piste, jusqu'à l'endroit où sa voiture devait être garée. Après cette tentative d'agression, la police est arrivée sur les lieux en espérant enfin pouvoir obtenir des détails sur l'apparence physique de cet agresseur. Grâce à ce témoin, elle est parvenue à établir un portrait robot. Malheureusement, quand le témoin s'est retrouvé face au violeur des quartiers Est, celui-ci avait déjà enfilé sa cagoule. Alors il n'a pu voir que ses yeux. Le croquis de l'agresseur de Danville a été réalisé par l'un des spécialistes du portrait robot les plus réputés du monde. Connaissant l'expérience de l'artiste, je pense qu'il doit être fidèle. Même s'il porte un masque de ski, on devine que cet homme a une mâchoire carrée puissante. Ce masque semble aussi cacher des lèvres fines. Beaucoup ne comprennent pas que même avec ce masque, et j'en ai fait beaucoup comme celui-là, c'est parfois les yeux qui vont trouver un écho chez quelqu'un et l'amener à contacter la police.
Il existe à peu près une trentaine de portraits robots de ce prédateur. Mais il est important de souligner que ce ne sont que des portraits robots de suspects, d'hommes qui ont été aperçus dans ces quartiers. En fait, personne n'a jamais vu son visage. À chaque fois, on a passé beaucoup de temps sur les lieux et on a interrogé le voisinage. Est-ce que c'était le Golden State Killer? C'était une possibilité, mais on n'en était pas sûr. Ce n'était peut-être que l'employé qui relevait le compteur. Ils ont décidé de retenir 3 portraits robots en s'appuyant sur la fiabilité des témoins qui avaient fourni une description. Il s'apprêtait à attaquer la jeune sœur de Rodney. Rodney l'a poursuivi. Il a sauté par-dessus la clôture du voisin d'à côté. Il lui a suffi d'un seul bond pour la franchir. Ensuite, il est parti en courant vers la maison avant de s'arrêter comme ça. Il m'a fixé. Je me dirigeais vers lui et c'est là que je l'ai mieux vu, parce que son visage était éclairé. Il a fait le tour de la maison et s'est arrêté devant la clôture. J'étais juste derrière lui. J'ai saisi sa jambe et je l'ai fait tomber par terre. J'allais bondir sur lui et c'est à ce moment-là qu'il m'a tiré dessus. J'ai réfléchi à ce que je venais de faire. Je m'étais lancé à sa poursuite et j'espérais que quelqu'un d'autre pourrait l'attraper. Brian et Cathy Maggiore promenaient leur chien. C'est à ce moment-là qu'ils ont croisé un rôdeur. Malheureusement, il les a abattus dans le jardin d'une maison du quartier. Quand on entend des coups de feu, on part généralement en courant. Les témoins ont donc vu beaucoup de gens et il y a eu de nombreux portraits robots. He came running down right down the sidewalk, came right up on the lawn next to the tree, and he looked up and he saw me standing right here. Je l'ai regardé, il a redescendu la rue dans cette direction. La longueur des cheveux, il avait un visage un peu plus longiligne. Il ressemblait à ça. Quand on regarde ces portraits robots, on se dit que ce sont 3 personnes différentes. Elles ne se ressemblent même pas. Mais si on décompose le visage, si on regarde le menton, ses sourcils et ses fines lèvres, on retrouve à chaque fois des caractéristiques communes. On se rend compte que ce sont les seuls points communs de ces dessins. Ma plus grande crainte avec ces portraits robots, c'était que les gens hésitent à contacter la police, parce que l'individu qu'ils soupçonnaient ne ressemblait peut-être pas au dessin. Certaines personnes pouvaient se dire « Il me rappelle quelqu'un que j'ai connu, mais il ne ressemble pas du tout à ça. » Et ils auraient écarté cette hypothèse. C'est ce qui m'inquiétait le plus. Si des personnes connaissaient un homme qui avait fréquenté Sacramento et qui se trouvait sur ces différents lieux à ces moments précis, peu importe son aspect physique, il fallait qu'il nous donne son nom. J'ai toujours été convaincue que quelqu'un connaissait l'identité du Golden State Killer. Mais cette personne avait peut-être peur de parler. Je suis certaine que quelqu'un savait. Le mode opératoire du Golden State Killer était tellement particulier que les enquêteurs ont pu suivre sa trace à travers tout le nord de la Californie. Quand le violeur des quartiers Est a frappé à Stockton, la police de Sacramento a tout de suite su que c'était lui. Quand il a sévi à Modesto, Davis ou dans la baie de San Francisco, ça a été la même chose.
Le problème avec les portraits robots qui datent de plusieurs décennies, c'est que les gens ont beaucoup changé. Ils ont une autre coupe de cheveux, ils ont pris ou perdu du poids, ils se sont dégarnis. Leur aspect peut être complètement différent de ce qu'il était 30 ou 40 ans plus tôt. Ce n'est pas une méthode très fiable de comparer un portrait robot à des photos ou aux souvenirs qu'on peut avoir d'un visage. Le Golden State Killer ne devait pas être très vieux. Entre 60 et 75 ans. Avec les progrès de la médecine, il devait être vivant et en pleine forme. Il était athlétique à l'époque. Il pouvait avoir conservé la même apparence physique et être en très bonne santé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de portraits robots établis à partir d'un profil génétique. C'est une méthode coûteuse, mais elle peut fournir de précieuses indications. Dans le domaine de la génétique, on mène actuellement des travaux pour tenter de déterminer la couleur des cheveux ou des yeux, la forme du menton, la carrure, l'origine ethnique ou encore d'autres caractéristiques. Il est donc possible d'obtenir un grand nombre d'informations très précises à partir de l'ADN d'un suspect. On voulait l'arrêter et le traduire en justice avant qu'il meure de cause naturelle. Il devait finir ses jours en prison. S'il était toujours en vie, j'espérais de tout cœur qu'on l'arrêterait un jour. J'étais sûre qu'on finirait par identifier ce criminel. Il ne resterait alors plus qu'à l'arrêter, le juger, le condamner. Je n'oublierai jamais ce qu'il s'est passé. Chaque année, la veille de l'anniversaire de cette tragédie, je me sens pas dans mon état normal. Et je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, je me rappelle qu'on est le 14 mai. Depuis 40 ans, chaque année, je ressens la même chose. Mais j'essaie de surmonter ça du mieux que je peux. Si j'ai un jour la possibilité de me retrouver face à lui et de pouvoir le regarder dans les yeux, je crois que la seule chose que je lui demanderais, c'est « Comment avez-vous osé faire ça ?» Elle ne le méritait pas. Personne ne mérite ça. Personne ne devrait subir ce qu'il a fait. J'étais étonné qu'il n'ait jamais été arrêté, et c'est ce qui me motivait. Il avait laissé quelques indices derrière lui. En réétudier certains pouvait nous mettre sur une nouvelle piste et nous permettre de l'arrêter. Il a failli être identifié par les forces de l'ordre et certains témoins. Malgré ça, il s'en était toujours quand même tiré. À cette époque, il n'y avait pas de numéro d'urgence qu'on pouvait contacter. Le manque de moyens techniques et de connaissances scientifiques lui a permis d'échapper à la justice pendant des décennies. Le Golden State Killer jouait au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Ils ont essayé d'identifier ce prédateur qui terrorisait la population. Tout le monde avait les nerfs à vif. Certaines victimes avaient encore peur. Cette série de crimes tragiques a eu un effet positif sur nos méthodes de travail.